Merci de nous rejoindre. Bienvenue. Bonjour à tous. 3 titres au sommaire de cette édition. Le développement des relations de coopération au centre des audiences accordées hier par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a reçu au palais présidentiel le président directeur général du groupe marocain Attijari Wafa Bank, la directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire et enfin le Premier ministre de Guinée-Bissau. Dans cette édition également, la célébration des 59 ans d'existence de l'armée de Côte d'Ivoire. Plusieurs activités menées par les militaires ivoiriens, notamment cette opération de salubrité dans les hôpitaux et centres de santé du district d'Abidjan. Première étape à Kouédo village dans la commune de Cocody. Enfin, la force anti-djihadiste du G5 Sahel, un nouveau dirigeant. Il s'agit du général Oumarou Namata Gazama, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre du Niger. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Cette réunion gouvernementale est dirigée, comme d'habitude, par le président de la République, Alassane Ouattara. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. À noter également que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu hier 3 personnalités, notamment le président directeur général du groupe marocain Attijari Wafa Bank, la directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire et enfin le Premier ministre de Guinée-Bissau. Au centre de ces différents échanges, le développement des relations de coopération. Le point avec Awa Touré. L'élection présidentielle en Guinée-Bissau est prévue pour se tenir en novembre prochain. Le Premier ministre bissau-guinéen Aristide Gomez est venu remercier le président de la République Alassane Ouattara pour sa contribution à la stabilisation de la République de Guinée-Bissau. Le président de la République de la Côte d'Ivoire a beaucoup fait dans ce sens. Je tiens à rappeler qu'à l'occasion de l'intégration de la Guinée-Bissau dans la zone franc, quand il était directeur général adjoint au FMI, il avait déjà eu un rôle très très important. Et lors des élections législatives passées, qui ont marqué un pas très important dans le règlement de la crise, dans l'assainissement de la crise politique en Guinée-Bissau, Monsieur le Président, Son Excellence Alassane Ouattara avait déjà eu un rôle très important. Et cette fois-ci, on va réaliser au mois de novembre les élections présidentielles qui, en principe, devront nous permettre de fermer le cycle de la crise politique. La nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Mme Coralie Geves, a évoqué avec le président de la République les perspectives de développement de la Côte d'Ivoire et de la sous-région ouest-africaine. C'était ma première audience avec son Excellence le Président et dès lors j'étais enchantée de l'écouter parler des perspectives qu'il a pour non seulement la Côte d'Ivoire mais aussi la région de l'Afrique de l'Ouest. Car moi-même je couvre plusieurs pays. Je suis à la tête des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et la Guinée. Nous avons aussi parlé un peu des perspectives spécifiques à la Côte d'Ivoire en termes d'investissement et de la continuité dans le programme du groupe de la Banque mondiale ici. Le président directeur général du groupe marocain Attijari Wafa Bank, Mohamed El Kettani, a pour sa part fait au chef de l'État le point sur les activités de son groupe et de sa filiale en Côte d'Ivoire. Notre groupe a investi il y a plus d'une dizaine d'années en Côte d'Ivoire. Nous sommes partis d'un réseau bancaire qui ne comptait qu'une dizaine d'agences. Aujourd'hui, nous sommes à 63 agences avec 820 personnes ivoiriennes et ivoiriens qui travaillent au sein de la banque et que nous avons déployé au fil du temps un certain nombre de plans de développement stratégique pour s'ouvrir sur les classes moyennes, sur les très petites entreprises, sur les PME, parce que la société ivoirienne de banque, il y a une dizaine d'années, était spécialisée essentiellement et focalisée sur les grandes entreprises, les multinationales et la clientèle patrimoniale.
Aujourd'hui, la Société ivoirienne de banque s'est ouverte sur la société ivoirienne et nous comptons continuer cette dynamique de bancarisation pour amener les classes moyennes vers le secteur bancaire en offrant des produits et services financiers simples. Et je sais que ça tient à cœur à son Excellence le Président de la République qui souhaite moderniser et démocratiser l'accès au financement très petites entreprises et aux PME. Mohamed El Kettani a par ailleurs réaffirmé sa foi en la Côte d'Ivoire et en son potentiel de développement avant de saluer la vision stratégique et le leadership du président Alassane Ouattara. 23 juillet 1952, l'Égypte devient une république. Sa fête nationale a donc été célébrée hier mardi. L'occasion pour le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara d'adresser ses félicitations à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Monsieur le Président et chers frères, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Excellence, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, il me plaît de former des vœux choisis de santé et de bonheur pour votre Excellence, ainsi que ceux de paix et de prospérité toujours croissante pour le valeureux peuple frère d'Égypte. Je voudrais vous assurer de ma disponibilité à continuer d'œuvrer de concert avec vous au raffermissement des liens étroits de fraternité et de coopération qui unissent nos deux pays et nos deux peuples. Haute considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, 3 journées pour permettre aux populations de découvrir et comprendre le fonctionnement des institutions. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé il y a quelques jours à l'ouverture officielle de cet événement dans la commune de Cocody. Le grand public a pu assister à des panels. C'est un reportage de Michel Digré. Au lendemain de la cérémonie d'ouverture, les visiteurs toujours nombreux dans les stands. À l'auditorium de l'Hôtel Ivoire, d'autres participants sont plutôt concentrés sur les différents panels. Dans les deux cas, l'objectif reste le même, mieux connaître les institutions de la République. Les deux panels qui se tiennent actuellement ont pour thème respectif l'accès aux juridictions suprêmes et les défis de la bonne gouvernance. L'enjeu de ces panels, c'est de permettre au public, au grand public, toutes tendances confondues, de saisir le maximum des différentes institutions en posant des questions aux panélistes qui sont là. Des panélistes qui ont donné l'intérêt des institutions auxquelles ils appartiennent. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel donne son avis sur tous les projets de loi, d'ordonnance ou de décrets qui lui sont soumis. Et je pourrais dire que si le CESEC n'existait pas, il aurait fallu le créer. Quant au représentant de la haute autorité de la bonne gouvernance, il a insisté sur la nécessité du respect des règles de bonne gouvernance. Le dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation économique en Côte d'Ivoire constate en effet que pour la 7e année consécutive, le taux de croissance devrait dépasser 7 et atteindre 7,4% en 2018. Ce sont là les performances de la Côte d'Ivoire qui n'ont été possibles qu'avec l'amélioration de la qualité de la gouvernance sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. Je vous remercie. 2 autres panels ont été animés, l'un sur le processus d'élaboration de la loi et l'autre sur la valorisation de la science, de la culture et du mérite social. Autre rencontre explicative, celle dans le cadre de la campagne de vulgarisation du budget ivoirien. Une délégation du secrétariat d'État chargée du portefeuille de l'État a eu récemment des entretiens avec les populations de Korogo dans la région nord du pays. Un document explicatif leur a été ainsi présenté. Les détails avec Ami Sissoko. Le budget 2019 de Côte d'Ivoire s'équilibre en recettes et en dépenses à 7 334 milliards de francs CFA. Parler du budget de l'État n'est jamais une tâche aisée. Trop de chiffres, un langage trop technique, difficile donc la compréhension pour les citoyens. Pour nous, il serait assez intéressant que ce mot-là soit beaucoup plus
expliquer à la population. Pour le commun des mortels, ce n'est pas évident de savoir ce que c'est qu'un budget. Faciliter la compréhension de l'information budgétaire, c'est le défi que le gouvernement veut relever en se dotant d'un document appelé budget citoyen. Il explique et relate en des termes plus simples le langage budgétaire et ses démembrements. Quelqu'un se disait, le budget même, ils font quoi pour nous? Donc je pense que c'est à travers le budget citoyen, ils vont comprendre quelles sont les actions de l'État, notamment les écoles, les hôpitaux, les routes. Si vous savez ce que vous avez payé comme impôt, ce à quoi ça a servi, vous êtes certain que prochainement, si on vous demande de payer même un peu plus, vous serez prêt à le faire. Ce document de 42 pages a fait l'objet d'une présentation aux populations de Korogo, après celle de Bondoukou et Odiéné. Ces rencontres avec les populations sont des occasions de sensibilisation. Ainsi, le budget 2019, le déficit budgétaire et les dépenses d'investissement de l'État sont désormais des notions mieux comprises par ces populations. C'est un grand plaisir pour nous et nous serons amenés à faire la sensibilisation auprès de nos sœurs, leur demander d'aller payer les impôts et surtout leur dire qu'il faut payer les impôts pour que les enfants aient plus droit à l'instruction, c'est-à-dire l'école. Quand on paye les impôts, on a plus de classes, on a plus de bancs pour les enfants. Cette campagne de vulgarisation du budget citoyen est soutenue par des projections de films, de remise de kits aux directions des services publics, privés ainsi qu'aux ONG, comme pour dire que le budget de l'État est l'affaire de tous. Un château d'eau pour Nofou, ville située dans le centre du pays. Cet ouvrage a été inauguré récemment par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. L'occasion pour Amata Libakayoko de rappeler les actions réalisées par le président de la République, Alassane Ouattara, en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations. Eugène Atoubé. Un banc pour le président de la République, Alassane Ouattara, à la demande du président de la mutuelle de développement de Nofou. Le moment est à la fois historique et significatif pour cette sous-préfecture dans le département de Djimboko. De l'eau potable en permanence pour toute la localité à partir d'un château d'eau. Un besoin longtemps exprimé par les populations est totalement satisfait aujourd'hui. Merci au président de la République, au nom de toute la population, parce que la population a tellement entendu ce château d'eau. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et ce qui va changer, c'est qu'on n'aura plus besoin d'aller puiser l'eau de pluie. Cette adduction d'eau, c'est déjà Nzissiesu. Et nous sommes très heureux. En tout cas, le développement a commencé déjà. Et nous sommes fiers. Nous disons grand merci à son Excellence le Président Alassane Ouattara. L'État a accompagné ce projet avec 350 branchements subventionnés pour le moment. Et donc, nous avons commencé à traiter les dossiers. Les branchements sont en cours d'exécution. Et donc, tout se passe très bien. Nofou, chef-lieu de sous-préfecture, a sous son administration 16 villages où la question de l'accès à l'eau potable est en partie réglée grâce au programme de réhabilitation des pompes à motricité humaine dans le cadre du programme social du gouvernement. Le besoin actuel des populations est l'électrification. Nous voulons aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est quoi? C'est pouvoir couvrir tous les quartiers de Nofou. Au niveau des localités rurales, il y a encore des zones de précarité. Et le programme social du gouvernement est une réponse pour apporter des solutions aux préoccupations des populations, qu'il s'agisse des services sociaux de base, l'électricité, l'eau potable, le problème du transport, les routes, et les lycées de proximité, les centres de santé. Tout ça, ça fait partie du programme social du gouvernement. Le président, son souci est que chaque Ivoirien soit dans des conditions de vie décentes. On peut voir à Nofou les signes du progrès que les populations attribuent volontiers au président Alassane Ouattara, notamment sa connexion au réseau téléphonique mobile, l'électrification de la ville, son centre de santé doté d'une ambulance et ses voies d'accès qui ont sorti à jamais cette localité de son enclavement. Revenons, si vous le voulez bien, sur le récent séjour en Côte d'Ivoire de la princesse de Jordanie. Sarah Zeid a visité l'hôpital mère-enfant de Bingerville dans la région sud du pays. Objectif, s'imprégner de son mode de fonctionnement. C'est un commentaire de Hamza Diaby.
Lors de la visite, la direction de l'hôpital Mère-Enfant a fait découvrir quelques services de l'hôpital à son illustre hôte. Il s'agit des consultations de pédiatrie avec l'unité de consultation ophtalmologique, la néonatologie, l'imagerie, l'hospitalisation de pédiatrie et de chirurgie pédiatrique. La visite a pris fin à l'amphithéâtre où une série d'interventions a meublé la cérémonie. Il s'agit de celle du directeur général de l'hôpital Mère-Enfant, M. Frédéric Dussart, du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de son Altesse royale. M. Frédéric Dussart, directeur général de l'hôpital Mère-Enfant, s'est félicité de cette visite avant d'exprimer, au nom de la Première Dame de Côte d'Ivoire, sa gratitude à l'hôte de marque. Madame la Première Dame nous a fait ce cadeau, le cadeau de pouvoir mettre en œuvre une médecine de qualité, une médecine aux normes européennes. Il a présenté brièvement l'hôpital Mère-Enfant dont la mission est d'assurer une expertise humaniste dans les soins généraux spécialisés, préventifs et curatifs. Pour Frédéric Dussart, pour continuer à faire face aux nombreux défis médicaux à venir, la direction a mis l'accent sur la formation afin de maintenir un excellent niveau de compétences chez les soignants. Il a insisté sur le volet social de l'hôpital qui prend en charge gratuitement 25% de ses patients en situation financière défavorable. Le ministre de la Santé lui a emboîté le pas en présentant l'hôpital comme un pôle de réduction de la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Ce centre constitue, dira-t-il, une des stratégies des programmes de santé mère-enfant de Côte d'Ivoire pour répondre aux défis liés à ces fléaux. Dr Akawele a donc rendu hommage à la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, pour ce joyau architectural. Je voudrais adresser à son Excellence, Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, tous nos remerciements et lui demander de bien vouloir traduire à son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, nos sincères gratitudes pour toutes les réalisations tant organisationnelles que structurelles en vue de développer le bien-être social et économique des populations. Quant à son Altesse royale, Sarah Zeid, elle a salué la construction de ce bel édifice parce que, selon elle, nul ne doit perdre la vie en la donnant et aucun enfant ne doit mourir en bas âge faute de moyens. S'inspirant de son expérience personnelle, elle a rappelé la nécessité de lutter contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale, d'où son engagement aux côtés des familles. La cérémonie a pris fin par une photo de famille. L'armée de Côte d'Ivoire a 59 ans et les festivités marquant cet anniversaire ont commencé hier avec une vaste opération de salubrité dans le district d'Abidjan. Les éléments de l'armée ivoirienne ont donc balayé les hôpitaux et autres établissements sanitaires. Première étape, le centre de santé d'Akwedo Village dans la commune de Cocody, à Boussanogo. Centre de santé urbain d'Akwedo Village dans la commune de Cocody. L'on aperçoit militaires, gendarmes et policiers, matériel de corvée en main. Ces soldats se sont vus confier des pelles, râteaux, sacs poubelles et autres matériels d'assainissement pour donner l'exemple. Un acte citoyen auquel ils ne pouvaient se dérober et qui s'inscrit dans le cadre de la fête des armées. Curage des caniveaux, désherbage, tout le monde est ici à la manœuvre pour assainir l'enceinte de cet établissement sanitaire. Pour ces soldats, un hôpital propre, salubre et hygiénique et gage de confiance entre le patient et le praticien. Participant à cette opération de salubrité, le chef d'état-major général des armées a visité les différents services de ce centre de santé, de la médecine générale à la pédiatrie, l'échographie, le laboratoire, en passant par la pharmacie. Le général Lassina Doumbia a encouragé le corps médical et félicité ces hommes chargés de l'assainissement des lieux. Autre temps fort, le don de médicaments au centre de santé, donc composé de matériel de première nécessité. J'ai donc décidé de venir voir le centre d'Akwedo, Akwedo Village, parce qu'Akwedo est un village symbole pour les forces armées. Akwedo abrite la plus grosse caserne du pays, donc il était important pour moi de venir voir ce qui s'effectuait au centre hospitalier d'Akwedo. Je suis véritablement satisfait de l'implication et de l'engagement de mes hommes. C'est ce que nous recherchons et nous espérons atteindre nos objectifs. Les gendarmes sont là, les policiers sont là. Voilà, ça nous permet en même temps de renforcer la cohésion dans nos rangs. C'est l'ensemble des forces de sécurité qui s'engagent à servir les populations. L'opération de salubrité menée par les armées, la gendarmerie nationale et la police arrive à propos, selon les autorités et le corps médical. Il faut que les gens comprennent que la santé et la propreté
nous font gagner au moins 50% de notre santé d'abord. Donc aujourd'hui, notre armée est venue donner un signal fort. Maintenant, nos endroits propres, comme ils vont le laisser aujourd'hui. C'est pour nous, c'est pour eux, c'est pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'action de salubrité de l'armée qui se joint avec la gendarmerie nous apporte un grand secours d'assainissement qui va nous faire aller de l'avant avec les médicaments en plus qu'ils ont donnés, qui va nous faire prendre en charge donc la population dont nous avons la responsabilité. Cette opération de salubrité s'est poursuivie à l'hôpital général d'Abobo Sud, au centre de santé d'Anono, de Brocos et d'Anyama. Un tout autre sujet à présent, comment se porte la filière banane dessert en Côte d'Ivoire? Le programme des mesures d'accompagnement de ce secteur est désormais opérationnel. Les 10 jeunes planteurs qui ont été installés ont produit plus de 5000 tonnes de bananes dessert. Coût du projet, plus de 7 milliards de francs CFA. Les explications de Noé Nyagno Sakalou. C'est vrai, l'artiste. Avec la banane Poyo, mieux la banane dessert, on n'a pas besoin d'attendre la fin du mois. On peut se nourrir sans coup férié. Mais attention, la banane dessert est une plante exigeante. La banane, c'est 14 manipulations. Avant que la banane soit consommée, elle a été touchée 14 fois par l'ouvrier agricole, par la personne qui le conditionne et par la personne qui va le mettre en vente dans les grandes surfaces, notamment en Europe, mais même à Abidjan. Et il faut qu'elle soit mûrie. Donc c'est un long travail et c'est très très minutieux. Conscient de cet état de fait et préoccupé d'initier une innovation dans l'insertion socio-économique des jeunes dans le secteur agricole, les concepteurs du programme des mesures d'accompagnement au secteur banane se sont donné les moyens de l'avènement d'une nouvelle race de petits planteurs villageois. Le chef de bloc de sa parcelle, il suit toutes les exécutions des tâches qui vont se présenter sur sa parcelle. Il fait sa programmation. Et en commun accord, comme ils seront en coopérative, ils doivent travailler en équipe afin d'échanger sur les activités sur lesquelles certains n'arriveront pas à pouvoir s'exécuter. Ces jeunes ont compétit avec beaucoup d'autres. Ils sont retenus. Nous voyons en eux beaucoup de courage, du dynamisme et vraiment l'envie de grandir. Au nombre des élus à ce projet, après appel à candidature, 2 dames. Un indicateur de la volonté de ne laisser personne sur le bord de la route, mais sans complaisance. On a organisé la formation, par la suite on a organisé les évaluations donc, de ces planteurs-là pour pouvoir retenir les 10 meilleurs qui pourraient porter le projet. Il y avait 40 planteurs sur les 2 sites, au nord et au sud. Même pour le projet sud, il y avait 20 planteurs et il y en a 10 qui ont été retenus. Tous les candidats qui sont aujourd'hui là sont arrivés par le mérite de leur travail, par le mérite de leur volonté d'apprendre, par le désir de participer à ce projet. Madame Konane Rovia Clary, c'est au nombre de celles qui ont décidé de risquer pour l'insertion de plus de femmes dans le secteur de la banane dessert. On peut être femme et être productrice de bananes dessert. Comme on le dit, le métier nourrit son homme. Donc moi je dirais le métier nourrit sa femme. Nous sommes 10 planteurs et je suis la seule femme. Je travaille à ce que l'État ne soit pas dessus, parce que l'État a milité pour qu'il y ait des femmes, pour une question de genre. Voilà. Donc je suis consciente de cette grosse responsabilité-là. Et je travaille pour que dans les prochains recrutements, il y ait non pas une seule femme, mais au moins 2 à 3 femmes parmi les 10. 2017-2019, 2 ans après la formation et la mise en place de tout le dispositif sur les 200 hectares prévus pour le Sud, les résultats sont au rendez-vous. À ce jour, après une année d'exploitation, nous atteignons le rendement projeté par le compte d'exploitation prévisionnel, à savoir 50 tonnes à l'hectare. Et ces rendements peuvent évoluer au-delà, ce qui est une grande satisfaction. La SCOS Banane Sud, Monsieur le ministre, est une coopérative qui génère aujourd'hui 230 emplois directs, auxquels il faut ajouter tous les emplois indirects. Et pour affirmer nos ambitions, nous avons aligné tous nos salaires sur celui que la SCB paye à ses travailleurs, ce qui est à saluer. Des résultats qui ne sont pas codibles. Ils ont pu être vérifiés sur pièce à travers la visite des plantations, de l'usine, des 10 villages de la cité comme Sangafoa Koulibaly destinés aux petits producteurs villageois. C'était à la faveur des journées de l'administration agricole délocalisée. 19 juillet 2019, une date à retenir désormais pour le secteur agricole. Le projet pilote, programme mesure d'accompagnement banane a réussi.
de dupliquer au niveau des autres secteurs agricoles reste le prochain défi à relever. Je veux dire à l'Union européenne que nous avons là une opportunité et dire qu'il y a un moyen concret de fixer notre jeunesse sur le continent. Ils produisent dans les conditions des plantations modernes industrielles. Sauf que ce sont des jeunes qui ont des petits blocs et ils mutualisent leurs charges. Voilà un exemple réussi que le gouvernement va accompagner et qui va être un projet pilote que nous allons étendre non seulement sur l'ensemble de la zone de production banane, mais aussi de l'ananas, des autres fruits et légumes comme la mangue, ainsi de suite. Mieux, nous allons étendre ce projet sur toutes les filières. Prenez le cacao. Avec ce projet pilote, désormais, nous allons installer des jeunes qui vont creuser dans des conditions totalement différentes que ce qui est fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Leçon à retenir, l'insertion des jeunes dans le secteur agricole, c'est possible, mais il faut y mettre le prix. Le projet banane dessert pour 400 hectares, 200 au nord, 200 au sud, c'est plus de 7 milliards investis grâce à l'Union européenne. Direction à présent d'Aoukro, dans la région centre du pays. Le comité civilo-militaire a été présenté officiellement aux autorités préfectorales. Les membres de ce comité devront enseigner le civisme aux populations éveillées à la paix et à la cohésion sociale dans la ville. Le point avec Charles Tatou de RTI Bouaké. Ces travaux sur le dialogue socio-sécuritaire, initiés par le Conseil national de sécurité avec l'appui du PNUD, viennent donc pour consolider les acquis et renforcer le lien armée-nation dans le département de Daoukro. Ils visent en réalité le renforcement des capacités des acteurs de prévention des conflits et l'installation d'un comité civilo-militaire local. Cela rentre dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, notamment dans la réforme numéro 13 qui vise à renforcer la confiance entre les forces de sécurité et les populations. Cette activité a été conduite déjà dans 29 localités sur le territoire national et nous sommes ici à la 30e étape. Nous apportons un appui technique et financier au secrétariat du Conseil national de sécurité pour initier un atelier de dialogue socio-sécuritaire au terme duquel on met en place un cadre d'échange permanent entre les communautés, les populations et les forces de défense et de sécurité. Dimokro, chef-lieu d'Unzi. Ici, les récents actes d'exaction et de réprimande violente posés par les gendarmes justifient également cette visite de travail de la délégation du Comité national de sécurité. Depuis lors, forces de l'ordre et population, nos relations se sont toujours bien passées. Il n'y avait pas de problème à part ce petit incident qui est arrivé. Nous n'avons pas attendu que ces comités soient mis en place pour pouvoir travailler. Mais il était de bonne loi que ces comités-là maintenant soient créés, soient effectifs et qu'on puisse renforcer les capacités de tous ces acteurs-là afin de prévenir, parce que c'est ce qui est important pour nous. Il y a eu des événements malheureux et les esprits sont un peu marqués par des débordements, des dérapages des deux côtés au cours d'activités soldées par des destructions de biens et des blessures. Nous avons invité les participants à poser les bases pour un nouveau type de rapport entre les FDS et la population. L'installation du comité civilo-militaire local de Dimokro a ponctué les travaux dialogue socio-sécuritaire. La jeunesse de Côte d'Ivoire, elle aussi, s'implique dans la réconciliation nationale. Le mouvement des jeunes ivoiriens pour la réconciliation a organisé récemment une campagne de sensibilisation dans la commune d'Abobo. Les détails avec Éric Goré. Le mouvement des jeunes ivoiriens pour la réconciliation, MJR, à la rencontre des jeunes leaders de la commune d'Abobo pour parler de paix et de cohésion sociale. Les jeunes sont importants dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, selon le président de ce mouvement. Il est important que tout jeune comprenne la valeur et l'importance de la vie humaine. Ainsi, le MJR, dans le strict respect de la vie humaine ou du droit de vivre, interpelle la jeunesse ivoirienne sur les grandes valeurs que sont la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble prôné par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Poursuivant,
Le président du MJR invite les jeunes de Côte d'Ivoire à faire de la réconciliation nationale leur cheval de bataille. Les jeunes représentent au moins 70% de la population ivoirienne. Présents dans tous les secteurs d'activité, leur implication véritable à l'unité des Ivoiriens va apporter des résultats rapides et probants. C'est le souhait des organisateurs de cette rencontre de sensibilisation en faveur de la paix. Des images à présent avec le Hajj 2019. Les pèlerins ivoiriens ont reçu un excellent accueil en Arabie Saoudite. Ils sont bien logés. Et récemment, ils ont reçu la visite de Soumayala Bamba, le consul général de la Côte d'Ivoire à Djeddah. Un nouveau dirigeant à la tête de la force anti-djihadiste du G5 Sahel, le général Oumarou Namata Gazama, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre du Niger, a été nommé nouveau commandant de cette unité. Enfin, dans nos prochaines éditions, nous allons revenir sur le Conseil des ministres tenu ce jour au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Cette réunion a été dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis.